L'insuffisance cardiaque. Alors, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais vous pourrez la mettre en lien avec d'autres éléments comme l'examen clinique en cardiologie, la douleur thoracique, l'auscultation cardiaque normale, etc. Alors, les objectifs, ça va être de maîtriser les connaissances au sujet de cette insuffisance cardiaque et la sémiologie correspondante afin de pouvoir la réincorporer dans votre diagnostic d'opportunité, le cas échéant. Alors l'insuffisance cardiaque, quelques définitions d'abord. Alors, il faut savoir que la plupart des pathologies cardiaques, si elles ne sont pas dépistées ou traitées à temps, peuvent conduire à l'insuffisance cardiaque, qui est en quelque sorte la conséquence ultime de ces maladies. D'un point de vue physiopathologique, l'insuffisance cardiaque peut être définie comme l'incapacité du cœur à délivrer un débit suffisant aux besoins de l'organisme, un niveau normal de pression de remplissage. D'un point de vue clinique, l'insuffisance cardiaque est un syndrome qui peut être défini comme l'association de symptômes et de signes, dyspnée, fatigue à l'effort ou au repos, œdème des membres inférieurs, et donc tout cela lié à un dysfonctionnement cardiaque qui peut être à l'origine valvulaire ou péricardique, avec des signes d'insuffisance cardiaque, par exemple des crépitants ou une turgescence jugulaire. Alors, la physiopathologie. Alors, la fraction d'éjection est le paramètre le plus utilisé pour caractériser la fonction systolique. En cas de dysfonctionnement cardiaque, l'organisme va réagir en mettant en jeu un certain nombre de mécanismes compensateurs. Tous ces mécanismes compensateurs sont bénéfiques à court terme car ils ont pour objet de maintenir le débit cardiaque et les pressions de perfusion des différents organes. Mais leurs effets sont le plus souvent délétères à long terme car ils contribuent à augmenter le travail cardiaque et la consommation en oxygène du cœur. Alors, ces mécanismes cardiaques sont le remodelage ventriculaire avec une dilatation ventriculaire et une augmentation de la contrainte pariétale en cas d'altération de la fraction d'éjection. Comme autre mécanisme, on a une hypertrophie des parois pour faire face à une augmentation de la pression systolique. Ensuite, on aura une tachycardie pour maintenir le débit cardiaque. On aura ensuite une désynchronisation des différents segments cardiaques. Alors, les mécanismes extracardiaques sont donc la vasoconstriction périphérique pour maintenir une pression de perfusion. On va avoir aussi une rétention hydrosodée pour augmenter le volume circulant, impliquant à long terme des œdèmes et des épanchements. Et on va avoir aussi une activation hormonale avec le couple rénine-angiotensine pour maintenir une bonne pression artérielle qui provoquera une augmentation du travail cardiaque. Les signes fonctionnels. Alors, on y trouve les syndromes respiratoires, la dyspnée d'effort, c'est le signe clinique le plus commun, mais aussi le signe le moins spécifique. On a l'orthopnée, qui est une dyspnée de décubitus et qui est une difficulté respiratoire en position couchée. L'orthopnée est liée à une redistribution des volumes sanguins vers le thorax qui s'associe à une augmentation de la pression dans la circulation pulmonaire. La dyspnée paroxystique nocturne signe le début d'un œdème pulmonaire et l'asthme cardiaque est une bradypnée expiratoire avec une respiration qui est sifflante. Et pour terminer, on peut avoir aussi une toux à l'effort. Alors, les hémoptysies traduisent l'hypertension veineuse pulmonaire, la fatigue, la faiblesse musculaire, l'apnée du sommeil, ainsi que les douleurs abdominales sont aussi des signes accompagnateurs d'une insuffisance cardiaque. Alors, les symptômes d'insuffisance cardiaque droite sont l'hépatalgie d'effort ou de repos qui est une pesanteur douloureuse de l'hypocondre droit survenant à l'effort puis au repos et qui est secondaire à la distension de la capsule hépatique. Pour les examens physiques, au niveau de la palpation, au niveau cardiaque, on va avoir une palpation qui permet parfois de noter un choc de pointe dévié en bas et à gauche, lié à une dilatation du ventricule gauche. L'auscultation peut trouver une tachycardie, un bruit de galop protodiastolique en B3, un éclat de B2 au foyer pulmonaire en cas d'hypertension artérielle pulmonaire. On peut avoir aussi un souffle d'insuffisance valvulaire. Les signes périphériques d'insuffisance cardiaque droite traduisent une rétention hydrosodée et une augmentation de la pression dans la circulation veineuse systémique liée à la diminution de retour veineux, elle-même secondaire à l'augmentation de la pression dans la cavité droite.
Alors, la turgescence jugulaire est une dilatation anormale de la veine jugulaire chez un patient en décubitus ou en position demi-assise. Le reflux hépatojugulaire est une dilatation anormale de la veine jugulaire avec une compression manuelle du foie due à une congestion hépatique et à l'incapacité du cœur droit à assimiler le volume sanguin. Donc c'est le volume sanguin qui sera supplémentaire, hein, qui sera ainsi déplacé par la compression. Et celle-ci donc se recherche dans la même position. Alors l'hépatomégalie, elle, est régulière, ferme, douloureuse à la compression. L'existence d'une fuite tricuspidienne volumineuse peut être à l'origine d'une expansion systolique palpable du foie. Les œdèmes périphériques sont mous, blancs, indolores, prennent le godet et prédominent au niveau des parties déclives du corps, donc les membres inférieurs, la région lombaire, chez l'alité. Au début, ils sont donc seulement vespéraux, puis avec l'évolution, ils demeurent toute la journée. Donc l'acide est souvent tardive, sauf dans les atteintes organiques de la valve tricuspide. Pour les conduites à tenir, alors pour les patients qui ne sont pas bilantés, il faudra évidemment les réorienter vers leur médecin. Pour les patients bilantés, il faudra faire des techniques ostéopathiques à visée hémodynamique avec prudence.